La PNL, en fait, c'est comprendre comment utiliser notre cerveau. On passe des heures et des heures à apprendre comment utiliser un ordinateur, une télé, et on passe jamais de temps pour apprendre comment fonctionne notre cerveau, alors qu'il fonctionne en permanence. Et c'est l'organe qui se repose jamais, et on n'apprend pas à le servir. Donc ça veut dire que, malheureusement, c'est exactement comme tout ce qui peut faire le bien peut faire le mal, et donc on peut faire des choses extraordinaires avec la PNL, peut-être qu'on en parlera, et l'hypnose, et on peut faire aussi des choses extrêmement négatives. À partir du moment où on a compris comment fonctionne le cerveau, on sait aussi où est-ce qu'il y a des failles. Donc c'est des outils qui sont très utilisés dans la publicité. Après, c'est pas les seuls outils utilisés. Après, comment lutter contre ça? C'est très difficile, justement parce qu'on va toucher dans des messages subliminaux et qu'ils ont appris à comprendre, à utiliser notre cerveau. Donc il y a forcément, c'est que ça marche, sinon ils ne le feraient pas. Donc s'ils ne dépensent pas des milliards et des milliards chaque année, il y a des tas de gens qui me disent oh moi la pub je la regarde, mais enfin ça marche pas sur moi, mais comme par hasard, eux ils dépensent des milliards et toi tu continues à aller acheter la merde qu'ils te vendent. C'est quand même très étonnant, ça marche pas, mais pourquoi tu continues? Enfin, c'est bizarre. Et comme par hasard, si demain moi je sors un téléphone, personne ne l'achètera, par contre le dernier iPhone tout le monde va l'acheter, mais la pub marche absolument pas. Jamais. Sauf que bien sûr que si, on sait que ça marche, c'est évident. Et nous les premiers, vous, Meta TV, moi, c'est quand je veux faire quelque chose, et moi, si je suis aujourd'hui aussi, c'est des formes de pub. Après, voilà, c'est comme tout, c'est comme la manipulation, il y a des bonnes et des mauvaises formes de pub. Pour revenir après sur ce dont je peux parler, il y a diverses techniques. Il y en a une qui est très utilisée, qui est certainement la plus répandue. L'avantage de connaître les mécanismes, c'est que même si on se fait avoir pendant 5 secondes, à un moment on se dit ah ouais mais t'es con, là quand même, te fais pas avoir pour ça, c'est débile. Le premier principe qui fonctionne, il est appuyé sur un excellent concept de René Girard que certains connaissent peut-être, qui est le désir mimétique. C'est-à-dire que ce qu'on vous vend dans une pub, c'est pas une voiture, c'est pas un café, c'est pas un corps de rêve, c'est ce qui va avec ce corps de rêve. Donc ça, c'est bien ça qu'il faut faire attention. La voiture, je ne vais pas citer une marque en particulier, parce que j'ai pas envie de leur faire de pub pour le coup, mais prenons une voiture de luxe, vous voyez une belle voiture et tout. À côté, vous avez toujours le mec, le costard qui va bien, le truc qui, voilà, la réussite, la fille svelte, blonde avec les cheveux bien longs, habillée en Dior, machin et compagnie. Bon, ça fait pas forcément rêver tout le monde ici, heureusement, mais globalement, ça fait rêver. La voiture, elle est presque qu'un outil. Ce dont on rêve, c'est pas d'avoir cette voiture, c'est d'avoir l'ensemble de ça. Tout comme que, bon, René Girard l'explique très bien, il a pris des exemples de romans, tout comme lorsqu'on convoite une fille parfois, et c'est pour ça aussi que très souvent il y a des gens qui disent ah ouais, un mec qui est en couple, on dérive un peu comme sujet, mais un mec qui est en couple, il attire plus de filles que quand il l'est pas et tout, c'est oui, parce que ce qu'on recherche c'est l'ensemble et c'est pas simplement l'individu bien souvent, et donc on va rechercher, et donc ça c'est un principe qui est très très utilisé, tout comme les photos, les images, les publicités qu'on voit très souvent de filles extrêmement maigres. Oui. Ce que veulent les filles qui suivent ça, qui suivent ces modes contre leur gré en un sens, c'est pas de devenir toute maigre. Personne rêve de devenir toute maigre, mais c'est ce qui va avec cette maigreur, ou du moins ce qu'on vend de ce qui va avec cette maigreur, une réussite, plein d'hommes, etc. Plaire, ce qui dans la réalité est très souvent faux d'ailleurs. Enfin, ça peut se vérifier, hein. Il y a pas, quand on est complètement anorexique, c'est très rare que tous les hommes soient à vos pieds. Mais voilà, et ça c'est un des mécanismes qu'on utilise. Un autre mécanisme qu'on utilise beaucoup et qu'on peut recoller là-dessus, ça va être le mécanisme de saupoudrage. C'est-à-dire notre cerveau peut maîtriser plusieurs phrases à la fois. Ça on l'utilise beaucoup nous en thérapie, c'est-à-dire par un système de suggestion. Bon là j'ai pas forcément d'exemple parce qu'il faut le construire, donc c'est pas évident, mais je vais vous expliquer brièvement. C'est-à-dire qu'on va parler, et à l'intérieur de ce qu'on va dire, eh bien on va introduire une autre phrase. C'est-à-dire on va partir sur n'importe quoi, mais dans ces phrases on va sélectionner certains mots sur lesquels dans la publicité, notamment quand il y a de l'audio, on va insister. Et ces mots sur lesquels on va insister, le cerveau va les reconnaître et donc va les assembler. Et donc ça peut être, bon là je prends un exemple très grossier, ils sont plus malins que ça, mais il peut y avoir au milieu d'un long paragraphe un truc qui dit simplement j'achète telle voiture, voilà, et que le cerveau enregistre ça de manière subliminale. Pareil avec les images subliminales. Et ça c'est des techniques qui sont très très utilisées. Par contre c'est très utilisé
dans la publicité, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est très utilisé en politique. Celui qui l'a le plus utilisé notamment étant Nicolas Sarkozy, ce qui fait qu'il a une telle aisance du discours, qui est un charisme qui ressort, etc. Parce qu'il utilise. Il y a un autre principe de la PNL qui est très bon dans la pédagogie. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça va être toucher le public le plus large possible, c'est-à-dire s'intéresser à tous ces canaux sensoriels. Et il y a des personnes qui sont plus auditives, d'autres qui sont plus visuelles, d'autres qui vont être plutôt kinesthésiques, c'est-à-dire le toucher, etc. Et bien là, on va offrir un maximum de possibles. Le meilleur slogan étant le slogan SNCF d'il y a quelques années, le train comme vous l'imaginez. Je ne sais pas comment toi tu l'imagines, certainement pas comme moi, mais en tout cas, quand le train tu l'imagines, en principe, c'est pas une bouse. Donc du coup, tu es content d'y aller. Et donc voilà, et là, on va toucher à des mécanismes. Et ça, en politique, combien de fois c'est utilisé des slogans qui ne veulent rien dire. C'est toujours très large. Donc tout le monde s'imagine. L'autre fois, je voyais à Asnières, c'était à peu près pareil. La ville comme vous l'imaginez, ou changer Asnières comme vous le... Enfin voilà, comme vous le voulez. Donc c'est toi. Alors que entre la décision de celui qui est derrière ce parti, ton voisin, toi, changer Asnières, ça va pas prendre la même forme et on va s'intéresser. Et c'est toujours comme ça, toujours des manipulations, et c'est pour ça qu'il faut y faire très 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 attention, parce que au final, c'est ni plus ni moins des discours vides. Alors, il y a plein de questions, parce que ça n'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Voilà, mon cher Samwang, la phrase culte, tu me dis. Alors, le cerveau est une machine, le comprendre permet d'en optimiser l'utilisation. La PNL est un outil très efficace. Voilà, Daniel, il confirme un peu ce que tu viens de dire. Oui, parce qu'on peut l'utiliser vraiment de manière positive. C'est ça qui est intéressant. On peut faire des choses qui relèvent quasiment du miracle avec la PNL. Donc, pour des personnes qui sont bloquées dans des troubles psychologiques, on peut parfois en quelques minutes simplement les délivrer de quelque chose qui était là depuis des années. Donc c'est quand même très intéressant. Alors il y a une question qui est intéressante aussi là, c'est Thomas Lebergui à nouveau. Voilà, enchanté Thomas. Il dit mais l'autonomie, c'est pas un peu en contradiction avec le salaire minimal pour tous? C'est un peu un avocat du diable sur ce coup-là, mais tu comprends la question. Oui, il n'a pas tort du tout, d'ailleurs c'est bien de pointer les contradictions, mais encore une fois je pense qu'il faut simplement raisonner à diverses échelles. Après, est-ce qu'il y aura une autonomie totale? Est-ce qu'on pourra se passer totalement de monnaie? Ça, j'en suis pas sûr déjà, donc il y aura forcément une production qui sera là, une production d'autre chose, c'est-à-dire l'autonomie, au moins avoir l'autonomie alimentaire, énergétique. Après, par exemple, si on a des voitures qui fonctionnent sur l'énergie libre, on va peut-être pas tous construire notre voiture. Et moi, je suis entièrement pour... Il faut bien que je revienne sur la question à la fin, mais entièrement pour la robotisation, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais la robotisation de robots de travail, et surtout pas de robots sociaux. Souvent on ne fait pas la différence. Les robots sociaux, il n'y a même pas besoin de les exister puisqu'on est en train de nous construire comme tels. C'est ce que je dis à la fin de mon livre. Des gens qui n'ont plus de cœur, qui ne font plus enfin voilà, qui n'ont plus d'amour, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de racines, c'est bon, les robots c'est nous, les robots sociaux, il n'y a pas de problème. Mais c'est clair que les robots sociaux peuvent devenir dangereux dans le cas où on les réussirait trop bien et qu'on ne fasse plus la différence entre un homme et un robot. Mais les robots de travail avec lesquels on n'a pas d'interaction et qui passent leur temps à construire, on a une chance. Bon là, le problème qui se pose, c'est trouver des énergies libres, encore une fois. Est-ce que cela est possible ou non? En tout cas, si cela est possible, eh bien, moi je suis tout à fait pour cela. Et donc je pense qu'on aura toujours besoin de monnaie. Mais c'est vrai que le salaire à vie que propose Bernard Friot s'inscrit pas forcément dans ce système d'autonomie. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'on pourra tous aussi être autonome, on n'aura pas tous notre potager, etc. Mais ça va être échanger, coopérer, encore une fois, essayer de faire de la métapolitique, tout en conservant des institutions, qui pourraient être une république comme on entend parler tout à l'heure, une démocratie par vote, voilà, il y aura quand même des institutions qui demeureront. Et encore une fois, il faut bien voir les choses, je pense que les choses ont un ordre. Il y a des gens qui sont plus en avance que d'autres, qui sont mieux préparés que d'autres, mais je pense que malgré tout, le salaire à vie est une excellente chose. Il faut d'abord séparer de l'Union européenne, à mon avis, pour qu'il entre en vigueur, mais le salaire à vie est quand même une avancée importante, d'autant plus que je ne suis pas sûr qu'on puisse se passer de monnaie comme je l'ai dit. Après, si certaines personnes pensent que si, eh bien ça m'intéresse, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est vrai que l'histoire du potager, qu'ils vont essayer petit à petit de nous enlever le droit de faire notre propre potager, un peu sur ce qui s'est passé aux États-Unis, où effectivement les potagers ont été attaqués, si j'ose dire. C'est la logique libérale. Jean-Claude Michet avait une phrase très drôle à ce sujet. Il disait, il le dit peut-être encore toujours, dans la logique libérale, bientôt le cannabis sera légalisé, donc tout le monde pourra en fumer, mais par contre on sera obligé de se planquer pour faire nos plants de tomates. Et c'est vraiment à ça là qu'on y vient, quoi. C'est vraiment, ça va devenir la logique inverse. Tout à coup, celui qui plantera ses tomates, eh bien, ce sera devenu un brillant, un criminel. Mais oui, c'est sûr qu'on y vient. Là encore, la Commission européenne fait tout pour, donc il faut essayer de lutter un maximum contre ça, soutenir des organismes comme Cocopelli qui font un excellent travail. Et voilà, donc je ne sais pas s'ils ont besoin de ma pub, mais en tout cas je leur en fais. Et parce qu'ils font quand même un excellent boulot, et c'est ces organismes-là qu'il faut soutenir. Et encore une fois, essayer d'avoir notre action. Si on est demain 60 millions, enfin même pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin d'être 60 millions, si on est déjà 20 millions, bon c'est un peu utopique là, mais si on était 20 millions à utiliser les graines de Cocopelli à faire nos trucs chez nous, le système serait quand même à mal tout d'un coup, il serait quand même embêté, d'autant plus que dans ma logique, qui n'est pas une logique de survivaliste guerrier, devenir autonome, c'est aussi en faire profiter un maximum de gens. Donc, et avec le système de la permaculture, aujourd'hui l'agriculture, il faut 20 calories pour en tirer une de la terre. La permaculture, c'est l'inverse. Avec 1 calorie, on en tire 20 de la terre avec très peu d'action de l'homme. Et on peut en répandre énormément. Donc ça veut dire que c'est vraiment une communauté de partage, une société d'abondance réelle, une vraie société de consommation, sans une société de consumérisme. Et donc c'est vraiment l'idée qu'il y a un partage, il n'y a pas besoin que tout le monde le fasse. Et voilà, c'est vraiment l'idée de partager, pas forcément que pour soi, ne serait-ce que parce qu'il y a un moment où, sincèrement, avec la permaculture, il y a un moment où on en a trop, de toute façon. Pour un individu ou deux, ou une famille de 4, il y a un moment où on en a trop. Donc l'occasion est là pour partager. Revenir à quelque chose en plus de puissant, quoi. Le partage, c'est une valeur qui est complètement, alors là, désuète dans notre société, il n'y a plus de partage. Oui, tout à fait, c'est pour ça, mais là encore, c'est tout l'intérêt. Empêcher, et encore une fois, fédérer des réseaux. Fédérer des réseaux, c'est très important, parce que se fédérer, faire des réseaux, parce que dès qu'on est réunis, l'idéal pour le système, c'est vraiment l'individu qui est dans la concurrence permanente, qui fait de la publicité, qui est isolé, qui est célibataire. Là, il y a tout qui consomme sans cesse. Là, il y a tout à prendre chez lui. Alors que déjà un individu qui est stable, qui a une famille, qui a une maison, qui a son potager, pour le faire bouger déjà, qui est producteur de ce qu'il consomme, ça devient beaucoup plus difficile, et qui en plus a un réseau, qui a un réseau de solidarité, ce qui fait que même si demain il y a la gendarmerie qui débarque chez lui en campagne, ils seront assez nombreux pour dire non, écoute, vous dégagez, et je suis pas sûr que les gendarmes qui, rappelons-le, ne vivent pas autour de l'Elysée, enfin dans des maisons spécifiques, mais au milieu de la population, je suis pas sûr qu'ils aient très envie aussi de risquer de mourir alors qu'ils sont dans la même galère. Faut pas l'oublier, hein. Je sais, c'est sûr, quand on voit comment ça se passe, c'est assez difficile, mais il faut bien comprendre aussi la position des forces de l'ordre, qui n'est pas une position facile. Eux aussi, là encore je peux en parler, très souvent c'est pas pour ça qu'ils se sont engagés, ils se sont pas engagés pour aller tirer sur des ouvriers qui sont pas contents parce qu'ils n'ont pas de salaire. Bon, bien sûr, on va toujours trouver le mec qui lui rêve que d'une chose, c'est d'aller tabasser de l'ouvrier. Bon, bah, les cons, il y en a partout. Mais les trois quarts, c'est pas pour ça qu'ils se sont engagés. Et il y a un moment, ils en ont marre aussi. Ils ont une famille à faire vivre. Et cette famille, il est difficile de la faire vivre. J'en sais quelque chose. Par exemple, justement, une question à la main, là, c'est moi qui ne sais pas les détails. Tu crois que c'est possible un coup d'État en France avec l'armée? Tu crois qu'il y a une possibilité un jour que l'armée, renverse le régime? Parce qu'il y en a, tu sais, qui appellent à cette décision, ils sont nombreux de plus en plus, à dire il faut que l'armée, les militaires prennent les choses en main, etc. Je crois que ton micro bouge pas. Ah, voilà, ça va mieux là. Donc non, on m'entendait là depuis tout à l'heure? Non, mais... Non, ça devrait aller. Alors, moi je parlais pas en même temps. Donc je disais, oui, question, est-ce que tu penses qu'en France, parce que ça, il y en a beaucoup qui en appellent, en fait, de leur vœu à ce que l'armée intervienne, à ce que l'armée reprenne les affaires du pays en main? Est-ce que c'est possible?
Est-ce que c'est possible? En tout cas, je dirais que je mise pas tout là-dessus, en tout cas, parce que sinon... et après, mon côté anarchiste encore me fait pas souhaiter ça. Hein. Bon, quand je dis anarchiste, il y a toute une culture derrière. Hein. L'anarchisme, il y a une définition que j'aime bien qui dit l'anarchisme c'est l'ordre moins le pouvoir. C'est pas le chaos, c'est loin de ça. Hein. Donc on est bien d'accord, c'est plus lié au socialisme originel et tout ça, etc. C'est pas l'anarchiste hippie, machin, voilà, je veux tout détruire. Néanmoins, un coup d'état militaire, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est ça le problème aussi. Ouais. Le truc c'est que... Ouais, pourquoi pas, c'est vrai, ils en ont marre, mais qu'est-ce qui va en ressortir? Et très souvent, ce qu'on remarque, c'est que dans les coups d'état militaires, au final, c'est les résidus du pouvoir qui étaient autrefois en place qui finalement prennent le pouvoir pour reproduire quelque chose qui est assez similaire. On l'a vu maintes fois en Afrique. J'y crois pas beaucoup. En tout cas, sauf Chavez, Sankara. Ouais. Sankara. Est-ce que Sankara c'était un... C'est un militaire. Oui, ça c'est un militaire. Est-ce que c'était un coup d'état vraiment... Oui. On peut parler, oui, coup d'état militaire, oui. Quelque part. Oui. Bah après, il faut voir quelle est la culture. En tout cas, je pense qu'en France, c'est pas ce qu'il nous faut parce que la culture de Thomas Sankara, de Chavez et l'état des pays, la culture du pays au Burkina Faso comme au Venezuela, ou au Haute-Volta à l'époque de Thomas Sankara, était peut-être pas la même. Moi j'ai peur, si vous voulez, que un coup d'état militaire ça mène en fait à quelque chose de plus autoritaire que socialiste. Thomas Sankara c'était quelque chose de très socialiste. Là je sais pas, je doute que, d'autant plus que le coup d'état militaire serait quand même fait par les élites militaires, et je suis pas sûr que les élites militaires en France soient très attachés à des valeurs qui soient des valeurs socialistes. Alors après, on pourrait quand même faire de très bonnes choses. J'ai un énorme respect pour le général de Gaulle. J'en parle dans le livre d'ailleurs. Hein. J'ai énormément de respect pour lui. Néanmoins, voilà, les choses avancent et comme je le dis toujours, pour moi, le général de Gaulle, c'est un exemple, pas un modèle. Et ça, les gens et même les politiques, très souvent, ne font pas la distinction alors que c'est très important. Un modèle, c'est quelque chose qui est indépassable. On va faire du copier-coller. Un exemple, c'est à tel moment, à telle histoire, dans tels événements, avec telle population, il a réussi à faire quelque chose qui tenait la route, qui était vraiment fort. Et j'ai encore plus de respect, je crois, pour le de Gaulle résistant probablement que pour le de Gaulle président, bien que ne serait-ce que ses positions en politique internationale, on aimerait les retrouver. Mais ça reste un exemple, c'est-à-dire il faudrait trouver au moins aussi bien, mais si possible le dépasser et faire mieux. Et je pense malgré tout qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de modèle indépassable, en tout d'ailleurs, parce que sinon ça nous bloque. Il y a un moment où quand on a réussi à reproduire le modèle, on bloque, on fige. Alors que oui, certes, ça avait l'air d'être quelque chose de très bien. Néanmoins, il y avait des conditions ouvrières sous De Gaulle aussi qui étaient quand même pas géniales. Et on pourrait espérer quand même qu'il y ait mieux. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu une révolte 68. Certainement pilotée de l'extérieur, mais il y avait différentes révoltes 68. Celle qui a été promue était certainement pas la meilleure, ça c'est sûr. Mais il y avait une révolte qui était aussi justifiée avec des salaires très peu importants. Et du jour au lendemain, les salaires ont quand même doublé. Enfin, peut-être pas doublé, mais ont quand même bien augmenté. Et c'était quand même pas négligeable. Donc voilà. Donc pour en revenir au coup d'état militaire, je sais pas vraiment si c'est la solution. Et en tout cas, encore une fois, je mise pas là-dessus parce qu'aussi un coup d'état militaire, qu'est-ce que ça va être? Ça va être conserver les institutions que l'on a aujourd'hui finalement. Est-ce que ce sera développer une constitution faite par le peuple? Est-ce que ce sera promouvoir d'autres idéaux politiques et sociaux? Ce sera changer d'économie? C'est pas sûr. Donc voilà. Alors il y a encore pas mal de questions. Il y a Julio qui dit « Salut, tu dis que les politiques utilisent des méthodes pour manipuler les cerveaux et ces techniques marchent. Mais alors comment peut-on expliquer cette mauvaise image qu'ont les politiques? Malgré leurs pseudo-méthodes de communication, les politiques sont très peu aimés finalement. » En fait, parce qu'on est intelligent. Voilà. Non mais... Après, c'est-à-dire qu'il y a un désaveu de plus en plus, c'est vrai, ça a tendance à moins marcher peut-être. Oui, aussi après, comme en thérapie, il y a des bons, il y a des moins bons hypnothérapeutes. Sarkozy est certainement bien meilleur que François Hollande. Déjà, on a mis une huître, forcément, il a beau faire de la PNL, il y a un moment, et puis il faut qu'il arrive à la maîtriser. C'est pas dit qu'il le maîtrise, donc bon. Voilà, après il y a des faits qui trompent pas, il y a un moment,
on va pas nous tromper quand on n'arrive plus à manger, qu'on galère à la fin du mois, que ça devient de plus en plus difficile. Les gens sont pas fous, c'est pas deux techniques de PNL qui vont tout changer. Et là, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça deviendrait vraiment dangereux. Mais en plus, moi, pour tout dire, Julio, par exemple, moi je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Il dit oui, il se demande pourquoi ça marche pas. Ça marche les techniques parce que les gens ont voté pour Sarkozy en masse. Et même pour Hollande, ils y croyaient. C'est ce que j'allais dire, encore une fois, il faut pas oublier non plus qu'on est sur Méta TV. Moi je connais des personnes autour de moi, dans la famille, etc., qui aujourd'hui soutiennent encore François Hollande, ça existe. Ouais, il y en a encore. Donc oubliez pas qu'on est sur Méta TV quand même, que les gens ici sont déjà un peu éveillés, ont compris les mécanismes, mais il y en a, ça continue à être des moutons quoi. Et aux prochaines élections, un bon coup médiatique, un bon coup de propagande, encore une fois, et ils iront voter pour qui, Copé ou je ne sais qui. Donc, et le pire, c'est que ça peut peut-être encore tenir. Là, on est vraiment dans une phase de transition, je le dis souvent. Là, on est dans la phase de transition où malgré tout, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent et c'est une très bonne chose. En même temps, le système avance à grands pas. Parce que ça, on nous demande, oui, si c'était optimiste pour l'avenir. Tu vois, il y a Rémi, par exemple, qui demande ça, si c'était optimiste pour l'avenir. Pas tant que ça. Malgré la grande crise économique, voilà, il fait bien de préciser qu'arrive derrière et que voilà. Je dois bien avouer que je suis pas. Voilà, le truc encore une fois, c'est je garde espoir. Comme je le dis, j'essaie de faire ma part. Je pense qu'à titre personnel, je fais peut-être pas tout correctement, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'essaie de faire ma part dans le plus de domaines possible. Je pense que je la fais largement. Et qu'il faudrait tous qu'on essaie de faire notre part, et déjà le petit nombre qu'on est, ça pourrait changer pas mal de choses. Mais je pense vraiment, voilà, on est dans un moment de transition, je pense qu'on a quelques années pour encore faire basculer les choses et qu'il y ait une chance que ça bascule de notre côté. Ces chances sont infimes, à nous de mettre tout en œuvre chaque jour pour faire en sorte que ça marche. Mais de l'autre côté, voilà, le système avance lui de plus en plus. Et on voit bien que ce qui était programmé arrive aussi de plus en plus. Et j'avoue que je ne suis pas très très optimiste. Voilà. En tout cas, oui, voilà. Mais quand même, je répète, parce que c'est vrai que la solution, comme tu dis, de boycotter, c'est toujours se penser que ce sont des grands géants au pied d'argile. Finalement, c'est nous qui les faisons, et que si on arrête de participer à la machine, ça tombe, ça s'effondre. C'est pour ça que ça sert à rien de se disputer sur qui est responsable de quoi, d'autant plus qu'on ne le trouvera jamais. Et très souvent, on va accuser un tel, on va accuser machin, on va utiliser tel grand groupe, je ne vais pas en citer, comme ça ne fera pas, mais telle grande famille, tel grand... Enfin, on s'en fout. Imaginons que demain, on tue toute la famille Rothschild, vous inquiétez pas qu'il y en aura d'autres, des grands banquiers qui seront capables de prendre la suite. Donc ça ne servira à rien. Et par contre, vous, si vous avez fait ça et que vous avez réussi à le faire, vous, votre famille, elle va y passer et personne ne sera là pour l'aider. En un sens, on s'en fout, ça. Enfin, on s'en fout pas. Il faut comprendre les mécanismes. Une fois qu'on a compris ces mécanismes, il faut aussi bien comprendre qu'à la base, on a encore du pouvoir et que ça sert à rien. Si on va détruire une banque, il y en a une autre qui sera là de toute façon et qu'il y a beaucoup de choses qui vont se retourner aussi, qui peuvent se retourner contre nous. Le système est bien fait, donc si on s'attaque trop vite aux banques, ça peut aussi se retourner contre nous. Mais à la base, on peut changer des choses et comme je le disais, donc utiliser l'offre et la demande, utiliser les outils de ce système en espérant qu'un jour ce soit plus la liberté du marché, etc. Enfin, il y en a certains qui peuvent le défendre, c'est pas le problème. En tout cas, moi j'espère que ça restera pas comme ça. Mais en tout cas, en attendant, utiliser ces outils au quotidien et changer. On a un véritable pouvoir dont on peut vraiment user. Alors ça va être peut-être demain utiliser quelques centimes de plus, en avoir pour quelques euros de plus, etc. Mais ça peut vraiment faire changer les choses et au moins vous aurez au moins le sentiment de faire votre part et pas de regret, parce que moi je pense aussi aux personnes qui sont conscientisées et qui en un sens font pas leur part. Je me dis quand ça va basculer vraiment, qu'on n'aura peut-être plus les moyens de changer les choses, ils auront peut-être des regrets et même pour eux c'est dommage. Et je dis pas que moi j'en aurais pas, parce qu'aujourd'hui je passe ma vie à essayer de faire ma part le plus possible et ça se trouve je me dirais t'en as pas fait assez peut-être, mais essayons quand même de changer les choses. On a un pouvoir qui peut vraiment faire basculer les choses. En tout cas je l'espère, même si c'est vrai que je suis pas justement, en parlant de pouvoir, il y a Nicolas Dulotte, parce que je précise, parce que pendant longtemps je disais Nicolas Dulot, tu vois, c'est Dulotte du département. Il dit: que pense l'invité au sujet du boycott comme moyen de résistance? Parce que je pense que c'est un bon moyen, j'en ai parlé tout à l'heure, on vient d'en reparler, donc oui. C'est un des grands moyens, mais parce qu'on y pense rarement, alors que c'est facile en plus ça, de boycotter. Oui, c'est pas...
Après voilà, on peut dériver sur... En plus, c'est bon pour votre santé, c'est ça le truc, c'est qu'on peut dériver sur la santé. Moi, à titre personnel, je ne consomme que des fruits et légumes crus, donc je vais vous dire, le système Monsanto, je lui donne pas beaucoup d'argent. Hein. Dans mon année, Monsanto, après il y a divers organismes, donc je ne vais pas prétendre lui donner 0,0 centimes. Parce qu'il y a peut-être des choses que même je ne sais pas, donc peut-être que je lui en donne malgré moi, mais en tout cas je pense que si encore une fois on faisait tous ça, je pense qu'il serait un peu mal. Mais si d'un côté on dit ah Monsanto c'est mal, etc., mais qu'on continue à manger tout et n'importe quoi, on ne peut pas nourrir d'un côté cet organisme et de l'autre le dénoncer, enfin ça va pas, il y a un moment, et d'autant plus que manger la merde de Monsanto c'est extrêmement mauvais, alors que avoir une alimentation vivante faite de fruits et légumes, mais il faudrait s'y attarder davantage, et bien ça vous permet d'avoir une excellente santé. Alors, une dernière question avant la pause de Rogelio. Voilà, oui, c'est bientôt la deuxième pause. Il y a Rogelio, il me dit, peux-tu savoir si Loïc connaît le champ Akasha qui a permis à plusieurs grands hommes de découvrir de nouveaux procédés comme Pythagore, Léonard de Vinci ou même Nikola Tesla? Non, tu connais pas. Non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Rogelio, il a des sujets toujours excellents. Bah écoute, mon cher Rogelio, malheureusement, on ne connaît pas le champ Akasha. Le champ Akasha. Ah ouais. Voilà. Donc non, on va désolé mon cher Rogelio. Eh ben on va passer à la petite pause et puis on revient juste après. Vous avez l'habitude, une petite pause thé hein, pour les habitués. Voilà. Et puis on revient juste après pour la dernière ligne droite. À vous la régie. Tu vois, de voir que effectivement, mais nous les premiers, hein, je dois dire que effectivement le succès est de plus en plus là. Tu vois, tu inaugures des records d'audience, mon cher Loïc. Tu fais des pics d'audimat, si j'ose dire. C'est pas un poisson d'avril. Ah, c'est pas un poisson d'avril. Ah, on n'a pas trafiqué les chiffres, c'est terminé. On a dit, c'est fini, on arrête. Je fais du zouk maintenant. Je vous ai dit, c'est comme du 2D. J'ai terminé, j'arrête. C'est terminé. Alors il y a plusieurs questions, tu vois, justement. Alors déjà il y a Lusitane Respect. Alors je vais lire son post parce qu'il y tient et c'est vrai que c'est intéressant. C'est une initiative assez incroyable. Il dit: j'ai déjà proposé de commencer petit avec du concret, arrêter de vider les plateaux McDo et autres, aussi ne pas prendre les caisses automatiques. Et j'ai déjà commencé, alors, et ce qu'il nous dit, j'ai déjà commencé, mon but est d'arrêter de travailler bénévolement pour les grosses multinationales en les forçant à embaucher des chômeurs. Par exemple, doit se forcer à recruter 3 personnes et les convaincre des projets et ainsi de suite. C'est exponentiel. Je propose qu'on commence par des petits exercices pour créer des liens dans un premier temps en ayant leur numéro. Voilà, donc ça veut dire lui, bon, il propose Lusitane Respect de faire des espèces d'actions un peu ce qu'on disait tout à l'heure de boycott général. Voilà, bah, moi je dis plutôt qu'elle est même porter les plateaux McDo, évitons tout simplement d'y aller. Parce que c'est comme pour la publicité tout à l'heure, l'un des moyens simples de la boycotter en grande partie déjà c'est d'éteindre la télé. C'est déjà bon, il y en a bien sûr ailleurs, on est d'accord. Ouais. Surtout ceux qui sont ici, c'est vrai, ils ont déjà acheté leur télé, je pense par réflexe, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais c'est l'un des moyens simples déjà de l'esquiver. Et là, oui, le boycott, encore une fois. Par contre, je comprends pas bien le principe d'embauche. Oui, des multinationales, j'ai pas tout compris en fait. J'ai pas compris, ouais, moi non plus. Je croyais que c'était plus clair en fait. Mais mon but est d'arrêter de travailler bénévolement pour les grosses multinationales en les forçant à embaucher des chômeurs. Ouais. Après, on reste dans le cadre de l'emploi, etc. Ouais, ça reste un peu dans le même cadre. Moi, je suis pour faire tomber les multinationales aussi. Tant ça va être dur, mais ça fait partie du système. Changent vraiment leur production. Voilà. Là, ce serait. Mais quand même, elles changeraient leur production. D'un, ce serait très étonnant. De deux, pour qu'elles changent leur production, il faudrait plus qu'elles soient dans une logique de profit, donc plus dans une logique de capitalisme. Et donc, ça remet une fois encore tout en cause. Et donc, plus de grands organismes de ce type. Donc, au final. On sort forcément du système à partir du moment où, à la base, encore une fois, on retire tout ça. TV lobotomie, je vois. Oui, TV lobotomie, on te dit, il nous donne l'exemple, passer 1 heure chaque jour devant la télé fait chuter l'activité cérébrale de 40%. Ouais. Ceci peut expliquer pourquoi autant de gens continuent à voter UMPS. C'est pas mal. Je consacre une bonne partie de mon chapitre 2 au livre de Michel Desmurger, d'ailleurs, parce que où j'analyse les médias et où, du coup, je donne des exemples de son livre, puisqu'il y a un appui scientifique dessus qui est quand même très important aussi. C'est-à-dire regarder la télé, c'est mauvais déjà pour le discours qu'il y a, c'est aussi mauvais
de la regarder tout simplement. Donc il le prouve, et notamment sur les enfants, sur la pédagogie, et ça je pense que ça joue. Ah oui, rebondit tout ça sur la justement, question. sur l'éducation, ça tombe bien parce qu'on voulait aborder ce chapitre-là. Et la télé, oui, aujourd'hui, elle a presque remplacé le maître d'école et les parents. Ouais, Bon, le maître d'école, quand il enseigne la théorie du genre, je suis pas sûr qu'il soit mieux que la télé. Mais de toute façon, la logique, c'est ce que j'explique dans le livre. Il y a vraiment un dressage anthropologique qui est à la fois un dressage de l'esprit et à la fois un dressage du corps. Souvent, on oublie l'un ou on oublie l'autre. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont se focaliser. Par exemple, Michel Desmurger, j'ai l'impression qu'il a un peu oublié le dressage anthropologique qui se base sur le corps plutôt que sur l'esprit. Malheureusement, enfin voilà, c'est pas du tout une critique méchante que je fais contre lui, et je pense que lui-même serait quand même plus heureux peut-être s'il avait moins de surpoids. Bon, après peut-être qu'il est très bien comme ça, bref. Mais il a dit qu'il mangeait beaucoup avec sa femme, je crois, qu'il préparait des petits plats, c'est bien ça. Et bref, du coup, beaucoup se focalisent sur l'un ou sur l'autre, alors qu'en fait le dressage anthropologique est très lié. Et il va y avoir un dressage anthropologique sur l'esprit, et donc la pédagogie là-dessus, une très mauvaise pédagogie, on va tout faire pour construire des analphabètes, et c'est toujours des choses très très vicieuses. Encore une fois, on est toujours sur le même principe, c'est toujours des choses très rusées, très vicieuses. C'est l'exemple par exemple du passage de la méthode syllabique à la méthode globale. Donc ça, on dit c'est plus démocratique la méthode globale. Bon, je sais même pas comment ils arrivent à le justifier parce que c'est tout l'inverse. Est-ce qu'il y a plus d'images, est-ce qu'il y a plus de syllabes dans la langue? Est-ce qu'il y a plus de mots en tout cas, ou plus de syllabes? Ça semble évident qu'il y a plus de mots, donc ça va devenir plus difficile. Donc un enfant qui maîtrisera moins de mots avant d'entrer à l'école sera forcément défavorisé. Un enfant à qui on aura mâché les mots, qu'on n'aura pas dit correctement, quand il arrivera à l'école, avec la méthode globale, il n'appellera pas les choses correctement. Donc du coup, il va appeler, il va écorcher, il va dire un miaou au lieu de dire un chat. Et donc du coup, directement, on le mettra à l'écart parce que la méthode globale, elle voudrait qu'il dise un chat, et s'il dit un miaou, il a tort. Alors que la méthode syllabique apprend à lire syllabe par syllabe, et c'est la meilleure méthode de construction. On en revient à la logique, qui est très 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 importante aussi. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire complètement l'esprit. Parce que la logique et la méthode syllabique fait partie de ça. Là, on travaille sur du global, sur de l'image, et on ne construit rien, alors que la logique est à la base de tout. Et donc, à offrir une grammaire, l'important, c'est pas d'apprendre à lire un livre à un élève. Enfin, c'est pas de lui apprendre à lire un seul livre. Par exemple, imaginons, je vous apprends à lire à la recherche du temps perdu de Proust. Génial, vous savez lire à la recherche. Mais par contre, imaginons que vous savez lire que ce livre-là. Ça sert à rien globalement. Donc c'est pour ça, et c'est ce qu'on a besoin de faire. Et au lieu de leur apprendre à utiliser la grammaire, et c'est ce qu'il faut faire pour absolument tout. La grammaire, c'est-à-dire en fait la logique, revenir à une logique de base. Et là, on est en train de déconstruire tout ça, alors que l'intérêt c'est de donner la grammaire pour être capable, à partir de syllabes, à partir de mettre des mots les uns après les autres, de lire n'importe quel livre, les livres qu'on veut, et pas uniquement. Donc là, il y a vraiment un dressage qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, au lieu d'apprendre les rudiments de base qui vont être les mathématiques, la littérature, etc. et la philosophie qui est toujours mise de côté, bizarrement, et les élèves sont très fiers de dire la plupart du temps ouais, c'est de la merde, etc. Sauf que les 3/4 du temps, si tu le fais sérieusement, c'est ce qui peut te libérer. Donc c'est un petit peu dommage. Comme par hasard, les mathématiques sont très boycottées par les élèves, comme la philosophie. Alors que c'est les deux éléments qui sont d'ailleurs à l'origine dans la Grèce antique, qui ne sont pas séparés. C'est encore une invention pour détruire les esprits de l'homme total.